toutes les entreprises, toutes les administrations, toutes les recherches du monde dépendent des codes sources qui sont sur ce type de plateformes. Ils les réutilisent tout le temps, ils les téléchargent, ils mettent à jour tout le temps. Si quelqu'un coupe l'accès ou supprime un de ces logiciels, ça met en danger toute la chaîne logicielle. Il arrive que Software Heritage a une copie de toutes les versions, de tous ces logiciels, peu importe d'où ils viennent. Et donc, en réalité, on a déjà construit l'infrastructure technique pour la vraie autonomie numérique, pour les vraies souverainetés logicielles. Bienvenue dans Politique numérique alias Pollen, je suis Delphine Sabatier et aujourd'hui cette émission est tournée au siège social de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture à l'occasion du symposium Software Heritage. C'est l'opportunité clairement pour nous de rencontrer des personnalités influentes en matière de politique publique. On va plus particulièrement porter notre regard sur le logiciel, ce bien commun, l'open source, les créateurs, la création logicielle et puis tout cet écosystème qui tourne autour. Épisode 1, Roberto Di Cosmo. Bonjour. Bonjour Delphine. Vous êtes docteur et professeur en informatique. Vous êtes surtout aujourd'hui le directeur de Software Heritage qui nous invite ici à l'UNESCO. C'est une initiative portée par INRIA et UNESCO pour la préservation et le partage du patrimoine logiciel. On dit pour dire vite que vous faites la bibliothèque d'Alexandrie du logiciel open source. En quoi consiste votre mission ? Comment plus précisément vous donnez une mission au sein de Software Heritage ? Vous voyez, cette mission qui est née il y a 10 ans, et effectivement ça fait 10 ans, là on célèbre les 10 ans depuis l'annonce publique de la création des Software Heritage. Dès le départ, notre mission était très claire et simple, il y a 3 mots, donc c'était aller chercher, collecter l'ensemble des codes sources publiquement disponibles sur la planète, les préserver, s'assurer qu'ils ne soient pas perdus, et les rendre facilement disponibles pour améliorer l'usage, améliorer la qualité des développements logiciels dans les futurs, pour toutes les générations futures. Donc, et toutes ces étapes en même temps, ou on commence par la collecte ? Ça a été, effectivement, c'était une longue journée, long travail pour arriver jusqu'ici. Si vous voulez, donc, quand on a commencé pour collecter tout ça. Effectivement, en 2015, on avait déjà commencé à récolter toutes les choses. En 2016, on a annoncé, mais on n'avait pas ouvert les portes. C'est comme une grande bibliothèque, vous commencez à construire les fonds documentaires en les collectant, mais vous n'avez pas encore construit les salles de visite, les salles de lecture, l'index, etc. Donc, en 2018, toujours ici à l'UNESCO, on a ouvert la salle de lecture, disons, on a ouvert les portails pour qu'on puisse regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et plus tard, depuis beaucoup d'efforts, effectivement, on arrive aujourd'hui en situation dans laquelle on permet d'exploiter cette énorme base de connaissances et de fournir donc une infrastructure qui a changé un peu des rôles. Ce n'est plus juste l'archive ou juste la bibliothèque, mais ça devient une infrastructure clé, essentielle pour notre société numérique d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que vous dites ça ? Pourquoi vous dites que ça a changé, qu'il y a eu une étape d'un seul coup qui fait que vous avez pensé l'infrastructure différemment ? En réalité, on a toujours pensé l'infrastructure comme ça, avec les gens avec qui on a travaillé dès le départ, Stefano Zacchiralo, qui est mon numéro 2 ici, et toute l'équipe qui a travaillé avec nous. Mais entre l'idée et la réalisation, il y a beaucoup de chemin à faire. Donc l'idée de fournir un service à toute la société était bien là, mais les temps qu'on construise les archives, qu'on construise la technologie pour pouvoir les stocker de façon efficace, et pouvoir l'interroger de façon efficace. Ça a été des thèses de doctorat, ça a été des années de développement, ça a été des collaborations internationales, ça a été des projets de recherche qui ont duré longtemps. Donc aujourd'hui, enfin, on a réuni l'ensemble de cette connaissance mondiale de tous les codes de la planète avec tout l'historique de leur développement dans un seul unique graphe qui contient aujourd'hui 50 milliards de nœuds, 1 trilliard d'arêtes, plus de 400 millions de projets. 1 trilliard de arêtes. Dans un graphe, vous voyez les lions entre un et un autre, on appelle ça des arêtes dans notre monde à nous. Et donc, là-dedans, vous avez incorporé l'histoire du développement de tous les logiciels publiquement disponibles pour la planète. Et c'est là la différence. Pourquoi vous dites l'histoire ? Il n'y a pas l'historique ? Oui, il y a tout l'historique. Ah oui ? On garde absolument tout l'historique. Toutes les modifications, toutes les versions, toutes les choses qui ont été modifiées par quelqu'un. Et ça, c'est essentiel pour les services qu'on fournit maintenant pour l'ensemble de la société. Par exemple, la cybersecurity, la sécurité informatique.
Si vous trouvez une faille, une vulnérabilité dans un composant logiciel, on se pose naturellement la question de savoir, ah bon, mais est-ce qu'elle est encore présente dans un autre logiciel ou dans quelle version il est présent pour s'assurer de ne pas être vulnérable. Et bon, là, comme nous avons cet énorme instrument qui permet de regarder l'ensemble des galaxies de développement logiciel avec toutes les versions, vous regardez dans les temps, vous voyez comment ça a évolué, on peut identifier tous les endroits dans lesquels cette vulnérabilité est disponible et encore utilisable pour des attaquants. Et alors, comme vous avez une vue globale comme ça sur cette production logicielle open source, si on prend l'idée du graphe, mais géographique, ça vient d'où ces logiciels principalement? Voilà, donc là, c'est l'autre chose qu'on arrive à faire aujourd'hui. Donc, analysant ces graphes, ça, ce sont des travaux qui ont été publiés par Stéphane et d'autres gens de l'équipe il y a 2 ans. J'ai pris une première étude qui a été faite. Ça permet de regarder la distribution géographique des contributions, ou basé sur l'adresse email des gens, de quel pays ils viennent, sous l'heure, la date à laquelle ça a été déposé. Toi, si c'est 3 heures du matin, normalement, peut-être pas en France. On espère que les gens dorment la nuit. Un développeur à 3 heures, ça se fait. Hein. Ça se fait, mais peut-être pas tous. Voilà, vous voyez ça. Et donc là, on arrive à voir sur 50 ans l'évolution de la répartition des contributions logicielles. Et vous voyez bien comme au début, il y avait l'Europe, les États-Unis. Et maintenant, ça a complètement changé. C'est vraiment partout sur la planète. Mais là, on a des données objectives. De manière égale. Disons un bon tiers qui n'est ni Europe ni États-Unis. D'accord. C'est où? C'est la Chine, l'Asie, la Russie? Il y a plein de pays. Vous avez l'Amérique latine, vous avez l'Afrique, vous avez la Chine, vous avez absolument tous les contributeurs de la planète. Et alors, quand vous pensez à cette mission que vous avez imaginée, puisque vous êtes le fondateur de Software Heritage, vous avez pensé aux utilisateurs? À qui vous vous adressez en fait? Pour qui vous faites tout ça? Donc, vous voyez, donc, l'effet déjà de choisir, de sauver les codes sources du logiciel, qui est essentiellement la recette des fabrications. Donc, c'est la description de ce qu'un ordinateur doit faire, pensé par être humain pour un autre humain, qui puisse les relire plus tard, était un choix très pertinent. On a choisi comme utilisateur les personnes qui peuvent comprendre du code. Donc, vous allez dire, mais il n'y en a pas beaucoup. Et vous voyez comme le monde a changé aujourd'hui avec l'intelligence artificielle qui arrive maintenant, où il y a plein de débats. Mais s'il y a une chose que les modèles d'intelligence artificielle aujourd'hui savent faire très bien, c'est vous expliquer ce qui fait un code source. Vous posez une question, même si vous ne connaissez rien en informatique, vous pouvez poser un modèle, vous dites, mais ces codes-là, qu'est-ce qu'il fait exactement? Et il peut vous l'expliquer très clairement, ce qui n'était pas le cas il y a 2 ans. Vous voyez, donc on a pensé en avance, on n'imaginait pas l'arrivée de l'IA, il ne faut pas exagérer. Mais donc vraiment, ça devient lisible pour tout le monde. Mais, vous voyez, c'est lisible aussi pour les gens qui font des modèles d'IA. Et là, la grande nouveauté de cette année, si on peut vraiment focaliser sur ça, si on en a parlé aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on s'intéresse à la cybersécurité, on sait des modèles d'IA, on s'intéresse à créer des indicateurs pour que les entreprises sachent savoir de quel logiciel dépendent, à quel logiciel contribuent, quelles sont les capacités et les compétences de leurs développeurs. Donc ça, c'est super intéressant en termes de... Mais il y a plus important encore, on s'est rendu compte que la plupart des logiciels publics mondiaux, donc il n'y a pas que de l'open source, il y a aussi des codes qui n'ont pas de licence open source mais que tout le monde réutilise, sont en réalité développés 3/4 sur une seule plateforme, GitHub par exemple aujourd'hui. À la limite, ce n'est pas très grave parce que tout le monde se trouve sur GitHub, mais dans la situation géopolitique actuelle, donc il a été racheté par Microsoft. C'est un énorme risque. On ne peut pas savoir. Et donc là, qu'est-ce qui arrive? C'est que toutes les entreprises, toutes les administrations, toutes les recherches du monde dépendent des codes sources qui sont sur ce type de plateforme. Ils les réutilisent tout le temps, ils les téléchargent, ils mettent à jour tout le temps. Si quelqu'un coupe l'accès ou supprime un de ces logiciels, ça met en danger toute la chaîne logicielle. Il arrive que Software Heritage a une copie de toutes ces versions, de tous ces logiciels, peu importe d'où ils viennent. Et donc, en réalité, on a déjà construit l'infrastructure technique pour la vraie autonomie numérique, pour les vraies souverainetés logicielles dont on parle Vous ne tellement. rencontrez pas de frein aujourd'hui pour recenser l'ensemble de ces logiciels, en récupérer les versions antérieures et puis suivre les nouvelles versions, parce qu'en fait ça bouge tout le temps un logiciel. Il y a des freins qui sont évidents, c'est-à-dire ce qu'on a pu observer dans notre historique des récoltes, c'est que la quantité de nouveaux logiciels double tous les 2 ans.
Non, c'est une course contre un exponentiel. Tout le monde a appris qu'est-ce que c'est un exponentiel pendant le Covid. Donc, c'est quelque chose qui grandit très, très vite. Donc là, la taille de notre archive grandit très, très vite aussi. Donc, c'est un défi technique d'arriver à suivre, de continuer tout ça et aussi rendre possible l'analyse de cette grande masse de code. C'est pour ça qu'aussi aujourd'hui, on se pose la question de quelle est la prochaine étape. Les 10 années précédentes, on a construit, on a montré qu'on est capable, on a montré l'utilité énorme de tout ce qu'on fait, mais on ne peut pas continuer juste avec quelques contributeurs en financier ou partenariat, etc. Il faut passer à la prochaine étape. Une infrastructure commune, globale, soutenue par un ensemble d'acteurs institutionnels, un ensemble d'acteurs d'État, industriels, etc., disons 10 fois plus, 40 fois plus de ce qu'on a maintenant, parce que vraiment, on est les seuls capables de fournir ce type de service de façon, si me permettez du faux anglais, faux français, vendor neutral, je ne sais pas comment dire. On est vraiment neutre. Nous, on n'est pas une entreprise. On ne va pas vous piéger avec des contrats ou des choses comme ça. D'ailleurs, on n'est tellement pas en train de vous piéger qu'on essaye de multiplier les copies de l'archive dans différents pays. Là, on vient tout juste d'annoncer la signature de l'accord des miroirs avec un institut de recherche en Espagne, de la Communauté de Madrid. C'est le 4e miroir institutionnel en Europe. Et c'est un miroir? C'est une copie complète d'absolument tout. D'accord. Donc, s'il arrive quelque chose chez nous, quelque chose dans un autre miroir, il y a une copie complète qui existe. Donc, on n'est absolument pas là pour piéger. On est là pour mutualiser les coûts entre tous les acteurs qui ont intérêt. Et aujourd'hui, l'autre annonce importante qui a été faite ce matin, l'UNESCO a décidé, et c'est aussi pour ça qu'on a eu l'incroyable chance de revoir les bienvenus du directeur général de l'UNESCO, M. Elinani, qui est le nouveau directeur général. En général, les personnalités de ce niveau bougent seulement quand il y a un chef d'État. Je vous garantis que moi, je ne le suis pas. Demain, mais il est venu. Non. Et donc, pourquoi il est venu? Parce que l'UNESCO a décidé d'engager ses capacités. Et il y en a 5, je ne vais pas faire toute la liste, vous pouvez demander à quelqu'un de l'UNESCO, mais qui sont vraiment essentiels. Il y a 53 bureaux de l'UNESCO partout dans le monde. Il y a 190 pays qui font partie de tout ça pour pousser la reconnaissance de l'importance du logiciel, du code source dans tous les États, dans tous les pays, pour faire de la formation, pour amener les bonnes pratiques et évidemment baser l'ensemble de tout ça sur l'infrastructure qu'on a développée ensemble. Donc ça, c'est quelque chose d'énorme, évidemment. L'UNESCO renouvelle sa confiance et son partenariat et son soutien. Il passe à une échelle supérieure. Il passe à une échelle supérieure. Donc ça, je pense que c'est... Mais alors ça montre, Roberto Di Cosmo, que le logiciel, on a compris, c'est un sujet très important. Absolument. Vous l'avez dit en termes de cybersécurité, d'autonomie stratégique. Pour autant, je n'ai pas le sentiment, encore pour l'instant, en Europe, en tout cas en France, qu'on prenne encore au sérieux les développeurs de logiciels, l'open source. C'est comme si ça restait un sujet à côté, que les développeurs de logiciels étaient encore des marginaux. Alors, heureusement, les choses ont pas mal changé. Donc, la difficulté qu'on a dans le monde du logiciel, et vous voyez aussi, en particulier dans votre métier de journaliste, vous le voyez tous les jours, c'est-à-dire, si je suis un astrophysicien et je veux illustrer ce que je fais, on a des merveilleuses photos du ciel à montrer, ça parle à tout le monde. Si on est de la biologie, on a des très belles photos des cellules qu'on peut montrer à tout le monde. Si on doit montrer à tout le monde qu'est-ce qu'on fait dans le logiciel, en général, on met toujours en photo d'un écran avec un truc qu'on ne comprend pas. Donc, on a du mal à capter l'objet. C'est vrai. Et c'est pour ça qu'on ne se fait pas un modèle précis de qu'est-ce que c'est, on a des difficultés à comprendre l'importance. Et aujourd'hui, on a fait 2 petites choses pour essayer de changer un peu la donne. Donc, par exemple, aujourd'hui, à l'ouverture, quand il y a eu le directeur général de l'UNESCO et il y a eu les PDG d'IRIA qui étaient présents, on leur a offert un objet physique. C'est une sorte d'arbre de la vie de Klimt qui soutient les logos de Surtwedge. L'idée étant de travailler ensemble pour construire cette infrastructure commune. Alors, cet objet a été fabriqué avec une imprimante 3D à partir d'un logiciel qui était construit à l'INRIA et dont les codes sources étaient sauvés dans l'archive. Donc, c'était pour dire que le logiciel est un objet. Première chose. Deuxième chose, c'est pas juste un objet abstrait aride. C'est fait par des personnes. Ça a un impact sur la société. Et donc, si vous regardez dans les murs ici, à l'arrivée de la salle des réunions, il y a une très belle exposition d'histoire du code source que vous pourriez filmer si vous voulez, dans lesquelles vous voyez
Il y a un comité qui a travaillé pendant 1 an pour choisir des codes sources impactants, représentatifs, avec pourquoi c'était important pour la société, pour le logiciel. Par exemple, les codes sources d'Eliza, qui étaient les premiers psychologues informatiques, que moi je l'avais utilisé quand j'étais étudiant. C'était super, vous tapiez dans l'écran. Je me C'était sens pas avant bien. ChatGPT, quoi. Et l'autre disait, dis-moi plus. Oui, j'ai un problème avec ma mère. Ah, ta mère, parle-moi de ta mère. Et on avait l'impression de parler avec une vraie personne. Alors derrière, c'était une centaine de lignes de code. Okay, donc, mais ça, vous les trouvez ici, par exemple. Oui, mais ça, maintenant, c'est ChatGPT ou d'autres. En tout cas, ce sont des chatbots qui tournent avec des IA génératives qui sont capables de mimer le langage humain de manière spectaculaire. Comment est-ce que vous voyez arriver ces nouveaux outils, on va dire, ces nouveaux types d'outils numériques, parce qu'il n'y a pas que du logiciel dedans, mais Évidemment. qu'est-ce que ça crée comme réflexion au sein de Software Heritage? Vous savez, je vous révéler un secret. La plupart des informaticiens de mon âge sont venus faire de l'informatique parce qu'ils rêvaient d'intelligence artificielle. À une époque où c'était complètement hors de question de faire Mais pas quoi que ce générative, soit. Roberto. Oui, on rêvait de ça. On rêvait, il y a les livres d'Asimov, Ah oui? on rêvait du robot qui parle, Oui, de la personne qui nous on répond. ne pensait pas encore aux Transformers, on ne pensait pas encore Ah non, à... bien sûr, cette technologie arrivait beaucoup plus tard. Mais donc, l'effet qu'on la voit vraiment maintenant, c'est impressionnant. Mais oui, comme l'exemple d'Eliza est intéressant. Il y avait vraiment des gens qui utilisaient Eliza, qui est un logiciel ultra bête, comme psychologue dans le passé. Oui. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'être humain, on a tendance à projeter notre intelligence et nos attentes sur l'objet qu'on a devant. Donc, nous, on pensait qu'on parlait vraiment avec un psychologue. Ce n'était pas du tout un psychologue. Mais non, vous avez des gamins ou des personnes qui parlent avec ChatGPT en pensant que c'est un psychologue. Ce n'est pas un psychologue non plus. On fait des projections, il est juste beaucoup mieux que Eliza d'une fois. D'accord? Donc, ce sont des nouveaux outils. Ces nouveaux outils ont un pouvoir incroyable de changer la façon que nous avons de travailler. Mais ce n'est pas nouveau. L'arrivée de l'ordinateur était similaire, de la calculette était similaire. Il y a des métiers qui ont disparu, d'autres qui sont arrivés. La question est comment on développe ces outils, qui a le contrôle sur ces outils, si on a la transparence sur comment il a été entraîné. Ce n'est pas évident. Donc, c'est sur le même combat qu'on mène dans le monde du logiciel depuis très longtemps. Pourquoi je vais avoir les codes sources d'un logiciel si je ne suis pas un informaticien? Mais parce que je peux demander à un informaticien d'aller regarder si les codes sources font vraiment ce qu'on a dit ou s'il y a un truc qui ne va pas du tout. Et donc, l'effet d'avoir des modèles d'intelligence artificielle transparentes, c'est pas parce que n'importe qui va finir pour le réutiliser, c'est trop compliqué, mais parce qu'on peut demander à quelqu'un d'autre d'aller regarder comment il est fait et si effectivement adapté à nos besoins. Et désolé, je vais encore un peu plus. On est engagé dans le monde de l'IA maintenant, on ne l'avait pas du tout prévu, parce qu'on a découvert que, par exemple, pour entraîner des modèles d'IA de grande qualité, c'est nécessaire, même si vous faites juste des dessins ou des images ou du texte, de rajouter 10% des codes sources dans les données d'entraînement. Ça améliore la qualité. Maintenant, il y a des travaux scientifiques qui le prouvent. C'est une sorte de secret. Intégrer 10% de logiciels open source améliore les des réponses. Codes, on ne sait pas lesquels parce que pas tout le monde nous dit qu'est-ce qu'ils intègrent. On sait qu'il y a 10%. Des chatbots. L'effet qu'ils lisent du code améliore les réponses. Donc, l'interprétation, qui ne vaut rien, parce que moi je suis ni psychologue, ni expert en IA, mais si vous pensez juste à ce qui nous arrive quand on va à l'école, vous voyez, même si vous devenez journaliste, on vous apprend à faire des sommes et des divisions. Des maths, même si vous devenez mathématicien, on vous fait étudier de l'histoire. Oui. Les faits que vous arrivez à être efficace, ça vient du fait que vous connaissez plein de choses. Et donc, les codes sources, comme il est très formel, il n'y a pas d'ambiguïté, il est très exécutable, etc., apparemment, améliore la capacité alors, voilà, prenez ça avec des pincettes, améliore la capacité de raisonnement. Pourquoi c'est important pour nous? Parce que tout au coup, en étant assis sur la plus grande masse de codes disponibles sur la planète, on peut fournir la meilleure source pour entraîner des modèles de meilleure qualité. Donc ça nous pose une question. Est-ce qu'on doit les faire? Et oui, parce que ces modèles, eux, ne seront pas forcément ouverts. Et bien voilà. Et donc, vous voyez, ça nous a fait réfléchir beaucoup. En 2023, quand ceci est arrivé, on a eu par exemple des gens qui venaient nous voir en disant si on vous paye, vous pouvez nous donner votre archive là. Et si on était en start-up, c'était facile. Ah oui, 1 million, hop, et je vends. Mais nous, on n'est pas en start-up, on est en fondation à long terme. Et donc, on avait 3 principes. Vous prenez tous les codes de la planète, c'est de la connaissance commune. Donc, première chose, vous rendez ces connaissances. Donc, les modèles des fondations, c'était la version compressée de l'information, vous le rendez à tout le monde. 2,
Vous dites qu'est-ce que vous avez mis dans les modèles en prenant de l'archive. Transparence. Est-ce qu'il y a des biais? Est-ce que vous avez mis, par exemple, Ça des veut dire que c'est tests une forme de licence que vous créez? C'est pas vraiment une licence, parce que finalement, on n'est pas propriétaire des données. Mais vous savez, en Europe, il y a un droit de propriété intellectuelle pour les bases de données. Ça s'appelle les droits sui generis des bases de données. Donc, si vous avez beaucoup d'efforts pour constituer une collection de données, peu importe ce qu'il y a dans la collection, et c'est bien le cas, nous on a mis beaucoup d'efforts pour les constituer, les gens n'ont pas les droits de les copier sans votre accord. Donc on utilise ça pour convaincre qui veut travailler avec nous de respecter ces principes. Donc rendre les modèles, la transparence et accepter de faire de l'opt-out pour les personnes qui ne veulent pas être utilisées dans l'entraînement. Et ça commence à marcher. IBM, Infosys, TII, des États-Unis ont signé l'accord avec nous. 3 grands acteurs. Donc, tout en étant tout petit, tout en faisant que du logiciel, on est en train de changer, j'espère, de la bonne direction, la façon de se comporter des acteurs qui entraînent l'IA. Parce que maintenant, ils ont besoin de vous. C'est ça que vous dites. Il y a des acteurs qui veulent faire les choses bien, et s'ils veulent les faire bien, ils viennent nous voir et respectent ces principes. Il y a des acteurs qui ne veulent pas faire les choses bien, et ils passent leur temps à nous scraper avec des bots tout le temps, comme ça arrive à tout le monde. Et alors, vous parliez de la résilience, la cybersécurité, en expliquant que justement d'avoir cette grande archive, cette bibliothèque de code source, c'était un moyen de pouvoir toujours trouver une solution pour passer outre, je ne sais pas, la fin d'une mise à jour décidée par un acteur commercial et ça. Mais qu'en est-il de la résilience de cette base de données, des moyens que vous avez à votre disposition pour cybersécuriser finalement cette c'est bibliothèque? une très bonne question. Alors, vous savez, en général, il y a 2 approches. Soit vous pensez que vous êtes les meilleurs du monde, et donc vous dites, écoutez, il n'y a rien à voir, on est très très fort, on fait tout. Soit vous acceptez que ça ne marche pas trop bien, forcément. Vous savez, il y a un comique qui était en Italie, qui m'avait fait beaucoup rire une fois. Il était arrivé sur scène, elle disait « Ah, les Titanic !» Si on l'avait appelé « Voyons voir si ça flotte », peut-être qu'il serait encore là. Vous voyez? Donc, il ne faut pas être trop présomptueux. Donc, nous, on est plutôt des modes « Voyons voir si ça flotte ». Donc, on a dit parce que lui, c'était l'insubmersible. Ils étaient sûrs voilà, qu'il n'y avait pas de c'est problème. pour ça qu'ils ont coulé. Donc, nous, on dit on risque de plonger. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire un fluctuat mergitur, comme ici à Paris? Je veux dire, ça flotte, mais ça ne coule pas. Et donc, on a dit on va essayer de faire autant de copies de toutes les données qu'on peut, avec des entités différentes, dans des pays différents, avec des technologies différentes, de telle façon que si une de ces copies brûle, par un fumet, les autres sont encore là. Et donc là, on a 4 copies en Europe. Et on travaille, ça c'était la dame qui venait du ministère de la Recherche. Le risque, c'est d'avoir une des copies ou l'original encore pire, qui soit touché, détruit ou détérioré, effacé, ou infiltré, ou je ne sais quoi, et que les autres copies finalement soient mauvaises. Et non, parce que tel qu'on les fait nous, justement, on ne peut jamais retirer quelque chose dans l'effet qui est rajouté. D'accord. Et donc, éventuellement, vous pouvez rajouter des choses nouvelles de l'autre côté, mais l'historique reste les mêmes. Et chaque objet est identifié par une clé cryptographique qui est devenu un standard ISO au mois d'avril passé, et qui par ailleurs est notre contribution, qu'on s'attache à la sécurité européenne, parce qu'il y avait les Cyber Resilience Act qui a été voté, pour lesquels les standards sont en train d'être discutés, et dans lesquels l'utilisation des identificateurs qu'ils ont créés, qui ont été normalisés, qui sont utilisés pour 50 milliards d'objets dans Software Heritage, vont devenir, pas tant que c'est pas fini, on ne peut pas le dire, mais on espère, vont devenir une partie des solutions que l'Europe va mettre en place pour tracer les composants logiciels. Vous voyez comment on part des... On fait la bibliothèque de l'incendie, on fait un archive poussiéreux qui peut servir des choses, et on arrive finalement à de la technologie. C'est pas comme ça que vous me l'aviez raconté au début non plus. Non plus, c'est vrai. Mais vous voyez comme ça, automatiquement, ça passe de raconter l'histoire du logiciel à comprendre comment il a été fait, améliorer la qualité, garantir la sécurité, et tout ça avec une seule infrastructure, la même. Et cette infrastructure, elle est 100% maison? INRIA, technologie, elles viennent d'où? Alors, c'est une très bonne question. C'était aussi posé la question à l'époque. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie de trouver les meilleurs composants sur les marchés, éventuellement propriétaires, pour construire software. Ou est-ce qu'on essaie d'utiliser seulement du code open source pour le faire? Et on a décidé d'utiliser seulement du code open source. Il n'y a pas en ligne le code propriétaire dans notre infrastructure. Dans l'infrastructure, pas dans l'archive. Je veux dire, dans l'infrastructure,
parce que si on doit être là sur les longs termes, on ne serait pas crédible si on dépendait des composants sur lesquels on n'a pas de maîtrise. Donc ça nous oblige à accepter des fois, avoir des solutions technologiques qui ne sont pas les meilleures. Donc tout chez nous est entièrement entre guillemets maison, mais on ne fait pas tout à partir de zéro. Hein. On utilise des composantes de la communauté qui sont bien connues, Apache, Postgres, Cassandra, désolé pour le technicisme, mais bon, voilà, des choses bien connues, Ceph. Mais les miroirs sont libres d'utiliser leur propre technologie. D'accord. Qui est super intéressant. Donc, on garde les mêmes formats, les mêmes standards, mais ils peuvent utiliser des technologies différentes. Et aujourd'hui, si vous regardez les miroirs qu'on a, ils ont 3 technologies différentes. Ce qui est encore un mécanisme de protection. Vous voyez, si on échoue, l'autre peut-être pas. On appelle de la biodiversité informatique. Donc, on essaie de faire tout ça. Et le stockage, les serveurs? Les stockages, les serveurs, vous voyez, maintenant, on a environ 2 pétaoctets des données propres. Si vous mettez tout ensemble, on est arrivé à peu près à 6 pétaoctets des données qui sont mises dedans. Ce n'est pas non plus faramineux, mais c'est énorme pour une petite organisation comme la nôtre. Les données sont dans un data center qui est porté par INRIA. Il y a une partie qui est sur un data center porté par les CEA. Et l'autre chose qu'on a annoncé aujourd'hui, c'est qu'avec la collaboration avec JANSI, qui est le réseau national des superordinateurs, on va tout consolider dans un data center professionnel public, qui est celui des JANSI, qui est un superordinateur qui se trouve à Montpellier. Et après, on va continuer à avancer sur ça. Mais pour ça, on a besoin du soutien du ministère de la Recherche pour financer ce type de transition qui est cher. Cher. C'est dans l'épaisseur du trait et des budgets, évidemment, mais pour nous, c'est beaucoup, au-delà de ce qu'on peut faire tout seul, qui est nécessaire de faire pour sécuriser ces données sur le long terme. Et la prochaine étape à niveau européen, l'Europe est en train de planifier d'investir des milliards en résilience. C'est l'équivalent d'un software heritage au niveau européen ou aux États-Unis? Pas du tout. Pas du tout. D'accord. Voilà, parce que quand donc on a la commencé, France est pionnière. Ça n'intéressait personne. Et maintenant que ça intéresse tout le monde, heureusement on est là et on attend juste qu'on découvre qu'on est là et qu'on n'attend pas de refinancer encore un truc qui va être développé dans 5 ans, mais que les financements arrivent pour faire développer cette infrastructure qui est commune. Oui, à nouveau, c'est un bien commun. On parlait beaucoup des biens communs aujourd'hui et on est inscrit dans les registres internationaux des biens communs depuis la semaine passée. Roberto Di Cosmo, je crois que je dois vous libérer parce que votre journée n'est pas terminée. Tout à fait, il faut faire la clôture. Exactement, donc je vous souhaite une très belle clôture.